Quelque part au large des îles britanniques, un malaise s'installe à Londres. Depuis plusieurs semaines, les unes des journaux résonnent comme un tambour d'alerte. Une menace insidieuse se profile. Des bâtiments militaires russes manœuvrent à proximité des côtes du Royaume-Uni, mais sans que personne ne puisse dire avec certitude ce qu'ils mijotent. Leur comportement? Tout sauf anodin. À plusieurs reprises, ils ont braqué des faisceaux laser sur des appareils britanniques tout en prenant soin de stationner à la frontière invisible des eaux territoriales. En toile de fond, c'est un jeu d'ombre qui se dessine en Europe. Une guerre hybride, feutrée, mais bien réelle, où ces navires deviennent des pions révélateurs. Certes, leur présence ne viole aucune règle maritime, mais elle en dit long sur les intentions possibles. Une menace à bas bruit, mais peut-être l'amorce d'un scénario bien plus sombre. Il appartient donc aux autorités britanniques de décoder ces mouvements silencieux et de trancher. Agir ou observer. Au cœur de cette tension, un nom revient comme une obsession, le Yantar. Long de 108 mètres, embarquant une soixantaine de marins, il affiche une masse d'environ 6000 tonnes. Rien, a priori, de particulièrement inquiétant. Officiellement, Moscou le dépeint comme un paisible navire scientifique dédié à l'exploration océanique. Mais à y regarder de plus près, ce discret colosse est tout sauf inoffensif. Il s'agit en réalité d'un espion maritime, armé de technologies de pointe et de submersibles autonomes, capable de sonder les profondeurs pour y récolter des données précieuses. Le tout sous l'égide du redouté GUGI, le Main Directorate for Deep Sea Research, un organe relevant directement du ministère russe de la Défense. Quand la science flirte avec la guerre secrète, il n'y a qu'un pas, que le Yantar semble déjà avoir franchi. Et depuis peu, le Yantar s'est retrouvé à moins de 55 km des eaux territoriales britanniques. Comme on pouvait s'y attendre, le Royaume-Uni a voulu savoir ce que ce bâtiment faisait là. Le 19 novembre, devant le Parlement, le ministre de la Défense, John Healey, a expliqué que la Royal Navy avait envoyé une frégate, tandis que la Royal Air Force déployait plusieurs avions de patrouille P-8 Poséidon. Dès que ces avions se sont approchés du Yantar, le navire russe a dirigé vers eux de puissants lasers, une attaque dite de dazzling visant à éblouir ou désorienter les équipages. Une telle action peut provoquer une perte de contrôle, voire une cécité temporaire ou permanente. Il a précisé que c'était la première fois qu'un navire russe visait des pilotes britanniques avec des lasers dans leurs propres eaux côtières. Les données de vol suggèrent que des Eurofighters britanniques ont également été envoyés sur zone et pourraient eux aussi avoir été ciblés. Face à ces incidents, l'armée britannique a renforcé sa surveillance du Yantar. Il a même déclaré « S'il descend vers le sud cette semaine, nous sommes prêts ». Une façon à peine voilée d'indiquer que si le navire pénétrait dans les eaux territoriales du Royaume-Uni, il serait probablement pris pour cible. La Royal Navy a d'ailleurs modifié ses règles d'engagement pour encadrer de plus près ses mouvements, même au sein de la zone économique exclusive. Le Yantar est finalement resté hors des eaux territoriales et n'a pas été intercepté. La Russie, elle, a dénoncé une réaction russophobe et une hystérie militaire. Quelques jours plus tard, Londres signalait l'arrivée d'un autre duo de navires russes, la corvette Stoy et le pétrolier militaire Yelnya, cherchant cette fois à traverser le détroit du Pas-de-Calais, là où les eaux britanniques et françaises se touchent. Bien que Paris et Londres puissent théoriquement restreindre le passage à cet endroit, ils ne le font presque jamais. Cette fois, la Royal Navy a tout de même escorté les navires, puis les a transmis à un autre membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord lorsqu'ils ont quitté la zone. Pour Londres, ces mouvements illustrent une tendance préoccupante. Selon Healey, les intrusions ou approches hostiles de navires russes ont augmenté de 30% en 2 ans. L'année 2025 a été ponctuée d'incidents similaires. En février, 6 bâtiments russes transportant des munitions rapatriées de Syrie avaient traversé la Manche. En mars, 3 navires espions y ont été suivis. En juin, une corvette russe escortait des pétroliers de la flotte Fantôme. En juillet, un sous-marin, une frégate et une corvette ont transité vers la mer du Nord. En septembre, 4 autres bâtiments ont été identifiés, dont ce même sous-marin sur le chemin du retour. Autant d'épisodes qui montrent que la présence navale russe près du Royaume-Uni n'a rien d'une anomalie ponctuelle. Pour comprendre la portée de cette présence navale, il faut replacer l'affaire dans un contexte plus large.
D'abord, même si l'actualité amplifie chaque apparition d'un bâtiment russe au large du Royaume-Uni, ces incursions ne sont pas nouvelles. Depuis le début de l'année 2025, la Royal Navy a dû surveiller à plusieurs reprises des navires russes s'approchant de manière inquiétante. En février, 6 bâtiments militaires et civils chargés de munitions évacués de Syrie ont traversé la Manche. En mars, 3 navires espions ont été repérés dans le même secteur. En juin, une corvette escortait des pétroliers de la flotte fantôme russe. En juillet, un sous-marin, une frégate et une corvette ont franchi la zone pour gagner la mer du Nord. Et en septembre, 4 autres navires ont été suivis, dont ce même sous-marin sur le chemin du retour. Ces passages restent donc relativement fréquents, et Londres n'a jamais eu l'intention de laisser ses bâtiments circuler sans surveillance. D'ailleurs, la géographie rend ces rencontres quasiment inévitables. Pour quitter la mer Baltique, que ce soit depuis Saint-Pétersbourg ou l'enclave de Kaliningrad, un navire russe n'a que 2 routes possibles pour rejoindre l'Atlantique. Traverser la Manche ou remonter au nord entre l'Écosse et les îles Féroé. De plus, la Manche est considérée en droit maritime comme un détroit international, y compris dans ces zones où les eaux françaises et britanniques se chevauchent. Ni Londres ni Paris n'ont jusqu'ici tenté d'en interdire le passage à Moscou. Mais ce que les navires russes ne sont autorisés à faire sous aucune forme, c'est viser des pilotes britanniques avec des lasers. Et c'est cette nouveauté qui interroge. On peut en partie expliquer cette escalade en observant ce que Moscou fait ailleurs en Europe. Depuis les 9 et 10 septembre, moment où près de 2 douzaines de drones russes non armés ont pénétré l'espace aérien polonais, la Russie semble avoir franchi une étape supplémentaire dans la provocation ciblée. S'ajoutent des intrusions de drones armés sur la frontière orientale de l'OTAN, des survols non expliqués au-dessus d'installations sensibles ou d'aéroports, des actes de sabotage comme l'explosion de voies ferrées en Pologne en novembre, et d'autres opérations ambiguës que Moscou refuse systématiquement de reconnaître. L'objectif stratégique n'a pas été officiellement détaillé par la Russie, mais il est désormais largement compris. Moscou cherche à tester l'OTAN, mesurer la solidité de sa réaction, évaluer jusqu'où les Européens accepteront de subir ces provocations sans riposter et sonder leur capacité réelle à protéger leurs infrastructures. Dans ce contexte, l'apparition répétée de navires russes près du Royaume-Uni, espions comme le Yantar, fonctionne comme un rappel. La Russie est là, elle observe et elle agit en terrain contesté sans que Londres n'aille jusqu'au point de confrontation directe. Pour Moscou, cibler le Royaume-Uni revêt une importance particulière. Contrairement à des pays plus proches de la frontière russe, et malgré quelques tentatives, la Russie n'a que rarement réussi à mener des opérations de sabotage d'ampleur sur le sol britannique. La distance, l'efficacité des services britanniques et la difficulté, pour certains opérateurs russes ou européens, de se fondre dans la population compliquent ces actions. Londres représente donc une cible idéale pour une autre forme de pression, la guerre hybride menée depuis la mer. Toutes les provocations russes recensées en Europe n'expliquent pas entièrement pourquoi le Yantar lui-même représente une menace si particulière. Parmi les moyens dont dispose la Russie aujourd'hui, peu de plateformes sont aussi inquiétantes que ce navire. Le Royaume-Uni est un pays insulaire et cette réalité structure ses vulnérabilités. Tout ce qui entre sur son territoire arrive par la mer, par le tunnel ou par les airs. Mais pour 2 secteurs essentiels, Londres dépend d'une autre voie, les fonds marins. L'énergie et l'information constituent les 2 lignes vitales du pays. Et dans les 2 cas, ces flux passent sous la surface de l'océan. Rien que dans la mer du Nord, un réseau de pipelines transporte le pétrole et le gaz venus de partenaires européens. Quant aux communications, à l'économie numérique et aux liens financiers du Royaume-Uni avec le reste du monde, ils reposent presque entièrement sur des câbles sous-marins en fibre optique. Ces infrastructures sont vastes, parfois anciennes, et surtout presque impossibles à surveiller en continu. Depuis longtemps, certains stratèges britanniques alertent sur cette fragilité. Mais tant que les risques semblaient théoriques, il était difficile pour Londres de justifier un renforcement massif de la protection de ces installations. La guerre en Ukraine a changé cette perception. L'évolution rapide des technologies sous-marines, notamment les drones autonomes, a elle aussi transformé la donne. Dans une Europe où la guerre hybride est devenue quotidienne, laisser ces infrastructures exposées revient à offrir une ouverture à n'importe quel acteur prêt à l'exploiter. C'est là que le Yantar entre en scène. Officiellement un navire de recherche, il est en réalité conçu pour mener des opérations clandestines sous la surface.
Au début de l'année 2025, il est déjà apparu en mer du Nord. Suffisamment tôt pour que la Royal Navy décide d'envoyer un signal clair. Pour dissuader le bâtiment russe, Londres a pris la décision rare de faire surface l'un de ses sous-marins juste devant le Yantar. Un geste inhabituel, révélateur de la nervosité britannique. Pour le Royaume-Uni, la menace est limpide. Le Yantar pourrait cartographier les pipelines et les câbles qui alimentent le pays, comprendre leurs tracés, repérer les jonctions, identifier leurs points faibles. L'ancien commandant de la Royal Navy, Tom Sharp, résumait l'enjeu sur la British Broadcasting Corporation. Il se place au-dessus de nos câbles et de nos infrastructures critiques sous-marines. Il s'intéresse aux câbles qui transfèrent chaque jour jusqu'à 7 000 milliards de dollars de transactions financières entre nous et les États-Unis. Une seule phrase suffisait à rappeler l'ampleur du risque. Pour Moscou, ces infrastructures sont une cible idéale. Pour Londres, elles sont un talon d'Achille. Et face à un adversaire qui semble multiplier les signaux d'intimidation, la présence prolongée du Yantar au large de la côte britannique n'a rien de hasard. Si la présence du Yantar inquiète autant Londres, c'est parce que les ressources essentielles du Royaume-Uni transitent pour une large part sous la mer. Pour l'énergie, le pays dépend d'un vaste réseau de pipelines enfouis dans les fonds de la mer du Nord. C'est par eux que circulent le pétrole et le gaz importés depuis les partenaires européens. Et pour l'information, l'immense majorité des données qui relient la Grande-Bretagne au reste du monde passent par des câbles en fibre optique installés au fond de l'Atlantique. Ces lignes assurent la connectivité, les communications et les échanges financiers internationaux. Ces infrastructures sont pourtant presque sans protection. Les forces britanniques surveillent la surface, suivent les navires, patrouillent dans les airs. Mais les centaines de kilomètres de câbles et de pipelines restent inaccessibles à une surveillance constante. Aucun pays européen ne dispose aujourd'hui des moyens nécessaires pour assurer une protection exhaustive de ces fonds marins. Pendant des années, ce manque de surveillance a été considéré comme un problème théorique. Le genre de vulnérabilité dont on parle dans les rapports de défense, sans y consacrer les ressources limitées d'un budget militaire sous pression. Mais la guerre en Ukraine et le développement des drones sous-marins ont radicalement changé le calcul. Les véhicules autonomes immergés sont de plus en plus discrets, de plus en plus faciles à déployer et parfaitement adaptés aux opérations de sabotage clandestin. Dans ce contexte, l'exposition des câbles et des pipelines britanniques n'est plus une inquiétude abstraite. C'est une faille réelle que certains acteurs sont prêts à exploiter. Le Yantar s'inscrit précisément dans cette dynamique. Navire d'apparence anodine, mais conçu pour travailler au fond de l'océan, il pourrait établir une cartographie précise des installations critiques, de leur emplacement, de leur profondeur et de leur point de vulnérabilité. Pour Moscou, ces infrastructures représentent une cible de choix dans une guerre hybride. Et pour Londres, une attaque sur ce réseau sous-marin aurait des conséquences catastrophiques. Détruire ne serait-ce qu'une petite partie des câbles en fibre optique suffirait à paralyser des pans entiers de la vie britannique. Les communications seraient perturbées, la finance internationale gravement touchée et des dizaines de millions de personnes impactées. Une action sur les pipelines, elle, pourrait provoquer une crise énergétique majeure, voire un désastre environnemental si l'explosion se produisait en pleine mer. Peut-être en plein hiver. Le plus inquiétant est que ce type d'opération pourrait être mené sans que le Yantar soit encore visible. Des charges placées des mois à l'avance ou des drones sous-marins programmés pour frapper au moment opportun suffiraient. La simple présence prolongée du navire dans la zone peut indiquer que ces repérages sont déjà faits. Le 15 novembre, un dispositif suspect a été découvert près des côtes galloises. Une sonde acoustique de type sonicé, compressée par la pression et rejetée vers le littoral. Ce matériel d'origine russe ne date pas d'hier. Il ne provient sans doute pas du Yantar, mais il rappelle à quel point Moscou s'intéresse depuis longtemps à cette portion de l'Atlantique. L'objet n'avait rien de spectaculaire, mais il illustrait une réalité plus large. La Russie n'a pas attendu l'arrivée du Yantar pour commencer à écouter, mesurer ou cartographier les fonds marins autour du Royaume-Uni. Et c'est peut-être ce constat qui inquiète le plus Londres. Il est désormais possible que les informations dont la Russie a besoin soient déjà entre ses mains. Le Yantar a passé trop de temps dans la zone pour que l'on puisse présumer l'inverse, et d'autres navires spécialisés sont eux aussi intervenus dans les mêmes eaux ces dernières années. Même si les relevés russes ne sont pas parfaitement complets, ils n'ont pas besoin de l'être. Dans une confrontation hybride, Moscou n'a pas à surveiller chaque mètre d'infrastructure.
Il lui suffit de repérer quelques points précis pour pouvoir, un jour, frapper là où l'impact serait maximal. Le Royaume-Uni, lui, doit protéger tout le réseau. Câbles, pipelines, jonctions, bifurcations. Une vulnérabilité gigantesque sur des milliers de kilomètres face à un adversaire qui n'a besoin de toucher qu'une poignée de sites pour provoquer une paralysie nationale. Dans une Europe où les tensions montent, c'est un rapport de force défavorable, et Londres le sait. Ces signaux rappellent ce que les militaires répètent depuis des années. Lorsqu'un adversaire étudie vos fonds marins en profondeur, c'est rarement pour le plaisir scientifique. C'est la préparation méthodique d'un scénario qui, un jour ou l'autre, pourrait cesser d'être théorique. Le plus inquiétant dans tout cela est qu'il soit peut-être déjà trop tard pour empêcher la Russie de disposer des informations nécessaires à une attaque. Le Yantar a opéré trop longtemps dans la zone, et d'autres navires russes ont travaillé dans les mêmes secteurs. Même si leurs cartes des fonds marins britanniques ne sont pas exhaustives, elles n'ont pas besoin de l'être. Pour assurer sa sécurité, Londres doit protéger chaque mètre de ses câbles et de ses pipelines. Moscou, elle, n'a besoin d'identifier que quelques points de rupture pour provoquer une catastrophe. Ce déséquilibre rappelle une vérité que l'on répète depuis des années. Les Européens, et les Britanniques en particulier, ont tardé à anticiper les menaces émergentes. Les budgets restreints, les priorités politiques changeantes et une confiance excessive dans la stabilité du continent ont conduit à négliger des vulnérabilités pourtant connues. Pendant ce temps, la Russie a affiné sa stratégie. Elle a compris que la guerre hybride lui permettait d'agir en dessous du seuil de confrontation ouverte, tout en infligeant des dommages considérables à ses adversaires. Sur le plan juridique, le Yantar a parfaitement le droit de naviguer là où il se trouvait. Mais si, dans quelques semaines ou quelques mois, une série d'explosions plonge le Royaume-Uni dans le noir ou éventre ses pipelines, la légalité de sa présence n'aura plus aucune importance. Les conséquences, elles, seront bien réelles. Certains au sein du gouvernement britannique en ont déjà conscience. Dans un rapport publié en septembre, la Commission nationale de sécurité a dénoncé la timidité de Londres dans la protection de ses infrastructures sous-marines. Aucune mesure sérieuse n'a encore été prise pour combler ce retard. La Russie, elle, agit comme si la confrontation était déjà engagée, et rien n'indique qu'elle compte s'arrêter. Dans cette guerre hybride qui s'étend désormais à l'ensemble du continent européen, une réalité s'impose. Un camp a déjà retiré ses gants. L'autre hésite encore, et plus il attend, plus le prix à payer risque d'être élevé. Pour le Royaume-Uni et pour l'OTAN, le temps n'est plus à l'observation. Il est à la mise en sécurité de ce qui peut encore l'être. Le reste dépendra de leur capacité à ne plus être pris de vitesse.